Bienvenue à tous pour ce rendez-vous annuel loi de finances, loi de sécurité sociale. Nous allons vous présenter en 1 heure, montre en main, les sujets de loi de finances 2023, de loi de financement de la sécurité sociale 2023 et de loi de finances rectificative 2022. On va essayer d'être le plus dynamique et le plus intelligible possible sur ce sujet. Et pour ce faire, je serai accompagné des présentateurs suivants. Donc, pour la partie loi de finances, Isabelle Erard et Cédric Parent, experts comptables RECA pluriel. Et puis, pour la partie loi de financement de la sécurité sociale, Arnaud Pilois et Arnaud Rimbert du cabinet Ellipse Bordeaux, donc spécialisé dans le droit du travail, dans le droit social, et qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant sur cette loi de finances et qui nous éclaireront sur ce sujet. D'habitude, c'est vrai que ces lois de finances post-élection présidentielle sont fournies. En général, les candidats appliquent leurs mesures phares présentées dans les programmes et donc il y a des mesures assez importantes qui sont présentées. Là, cette année, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est sur une loi de finances plus classique avec des mesures complémentaires d'ajustement, de réorientation, mais pas des mesures très très fortes comme on peut avoir avec souvent un nouveau président. Donc, malgré tout, il y a un certain nombre d'éléments qui ont évolué et quelques points d'attention. On fera aussi quelques digressions, on sortira un petit peu du cadre de ces lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale pour vous parler de quelques sujets de l'actualité, toujours dans les domaines de la fiscalité et du social. Je vais te donner la parole, Isabelle, pour commencer, pour nous parler du calcul de l'impôt sur le revenu et des évolutions annuelles qu'il peut y avoir à ce sujet. Tout à fait. Merci Gauthier. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer cette présentation de la loi de finances par les mesures applicables aux particuliers avec un grand classique, parce que tous les ans, les seuils, limites, différents plafonds que vous pouvez rencontrer lorsque vous établissez votre déclaration de revenus sont rehaussés. On va commencer par le barème de l'impôt sur le revenu qui évolue de 5,4%. Pour rappel, l'année dernière, il y avait une évolution des tranches d'1% environ. Donc, pas de surprise, le barème comprend toujours 5 tranches. Aucune tranche n'a été revue, donc avec un taux d'imposition de 0% à 45% pour la tranche la plus importante. Donc, vous rentrez à l'impôt sur le revenu lorsque, pour une part de revenus imposables, vous dépassez 10 777 €. Et puis ensuite, vous êtes à 45%. Je ne vais pas vous refaire toutes les tranches. Lorsque votre revenu imposable pour une part est supérieur à 168 994 €. Alors, un petit rappel, parce qu'on oublie souvent, il existe une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, alors dont les seuils n'ont pas été revus. Bizarrement, beaucoup de seuils ont été revus, mais pas ceci. Donc, lorsque votre revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € ou 500 000 € en fonction de votre situation fiscale au niveau personnel, donc marié ou célibataire, donc il y a une petite couche supplémentaire de pourcentage de 3 et 4%. Donc, c'est vrai qu'on peut passer de 45 à 48 très rapidement en fonction de ces rémunérations. Donc, à ne pas oublier. Sont également revus les avantages liés au quotient familial, donc 5,4%. Donc, pour rappel, ça ne sert à rien de faire des enfants juste pour la fiscalité, hein, puisque lorsqu'on ajoute une demi-part au-delà d'une part quand on est seul et de 2 parts lorsque l'on est marié, l'avantage lié à cette demi-part est plafonné à 1 678 €, donc contre 1 592 € l'année dernière, du fait de la revalorisation. Donc, vous trouverez dans le support l'ensemble des seuils qui sont revus. On ne va pas les redescendre un par un, mais vous les retrouverez dans le support. Autre avantage qui a été revalorisé, c'est l'avantage qui est lié au rattachement ou non des enfants majeurs. Donc, encore une fois, le support présentera tous les seuils. Mais un petit rappel, hein, lorsque votre enfant majeur
n'est plus rattaché au foyer fiscal, vous pouvez déduire un certain nombre de dépenses liées à la pension alimentaire versée à votre enfant. Donc, sur justificatif, dans la limite de 6 368 € contre 6 042 € l'année dernière. Et lorsque vous hébergez votre enfant majeur sans justificatif, vous pouvez déduire 3 786 € maximum. Un petit mot peut-être là-dessus. D'ailleurs, assez régulièrement, nos clients nous demandent est-ce que je rattache ou est-ce que je mets en place un système de pension pour pouvoir abattre justement ces éléments-là. Bon, ça se calcule, c'est vrai. Et puis, quand même, globalement, on peut dire que c'est assez proche en termes d'avantage fiscal entre les demi-parts et les abattements de ce style. Oui, tout à fait, parce que quand vous rattachez l'enfant, vous avez quand même un avantage fiscal de 1 678 €, donc c'est quand même… c'est à calculer dans tous les cas, donc il faut voir avec votre expert comptable préféré. Autre seuil qui est revu, alors je vais passer vite, hein, c'est le mécanisme de la décote, qui est un principe d'allègement d'imposition pour les foyers faiblement fiscalisés. Donc, c'est un calcul qui permet d'abattre votre montant d'impôt sur le revenu et qui peut aboutir à ne plus en payer. Donc, c'est un mécanisme qui est égal à la différence entre 833 € et 45,25% du montant brut que vous calculez. Voilà, donc là, c'est fait effectivement sur votre déclaration de revenus automatiquement. Petite nouveauté concernant l'avis d'imposition 2023 que vous allez recevoir quand vous aurez établi votre déclaration de revenus 2022. Jusqu'à présent, vous ne figurez sur cet avis d'imposition que le taux du prélèvement à la source. Donc, pour plus de lisibilité, de nouvelles mentions vont être apportées. Donc, le taux marginal d'imposition, hein, c'est celui qui vous permet de savoir à quelle dernière tranche vous êtes imposé. Et puis le taux moyen d'imposition, qui est la division entre le montant de l'impôt à payer et le revenu net imposable. Donc, ça se permet de se situer en moyenne par rapport à vos revenus. Le taux marginal est assez intéressant puisque tout revenu supplémentaire est soumis à que vous dégagez est soumis à cette tranche. Modulation du prélèvement à la source. Donc, effectivement, c'était l'objectif de la mise en place de ce prélèvement à la source, c'est-à-dire que l'impôt prélevé colle avec les revenus dont vous disposez. Donc, quand vous avez une situation qui évolue dans l'année, vous pouvez moduler votre montant de prélèvement à la source, soit à la hausse, et là c'est facile, il n'y a pas de condition, ou soit à la baisse. Et il y avait une petite condition pour cela, il fallait que le montant du prélèvement après estimation des revenus soit inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement supporté sans modulation. Donc, à compter des revenus perçus en 2023, ce seuil de 10% passe à 5, donc il sera plus facile de moduler à la baisse. Sachant que la modulation à la baisse doit être raisonnable et calculée pour ne pas la baisser trop fortement par rapport à ce qu'on a dû payer. Sinon, on a des risques. On se fait taper sur les doigts. Un petit mot sur le crédit d'impôt, sur l'emploi des salariés. On va enchaîner sur les crédits d'impôt. Alors là encore, pas de changements fondamentaux sur tous les crédits d'impôt qu'on va voir. Ça va surtout être des prolongations ou des obligations déclaratives qui sont ajoutées. Concernant le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc vous savez que lorsque vous recourez à certains services qui sont bien sûr prévus par la loi, notamment la garde d'enfants, le soutien scolaire, avoir recours à des prestataires informatiques, entre autres, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur ces dépenses qui est de 50%, revenu dans la limite de 12 000 €. Ces 12 000 € pouvant être majorés par nombre d'enfants à charge. À partir de l'imposition 2022, il faudra mentionner sur votre déclaration de revenus, en plus de ce qui est déjà obligatoire, notamment l'identité des personnes que vous embauchez, il faudra mentionner la nature des services auxquels vous recourez et qui sont éligibles au crédit d'impôt, parce que certains de ces services sont déjà plafonnés dans leur montant. Donc, je pense que le service des impôts va un peu contrôler
tout ça. Voilà, donc c'est la seule obligation là qui s'ajoute pour ce crédit d'impôt emploi d'un salarié à domicile. Un autre crédit d'impôt qui devrait être utilisé, mais qui n'est pas très incitatif de par son montant, c'est lorsque vous achetez et posez un système de charge pour véhicules électriques dans votre résidence principale ou secondaire. Donc cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023. Il est prorogé de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2025. Donc pourquoi il n'est pas très incitatif? Il représente 75% des dépenses dans la limite de 300 € par système de charge. Alors certes, vous pouvez arriver à un montant intéressant si dans chaque maison, vous mettez 2 systèmes de charge par membre du foyer, ça, on arriverait à 1 200 €. Mais vu le coût du système, c'est vrai que c'est pas très incitatif puisque proposer un système de charge, on est plutôt aux alentours des 2 000 € par système. Bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est vrai qu'il n'est pas très incitatif. D'accord, merci Isabelle. Autre sujet de crédit d'impôt, Cédric? Oui, bonjour tout le monde. Je vais attaquer avec le crédit d'impôt pour les frais de garde des jeunes enfants. Alors Isabelle, je disais tout à l'heure que ça n'allait pas le coup de faire des enfants pour la cause fiscale. C'est pas tout à fait vrai parce que grâce à la garde des jeunes enfants, on peut bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est pas une chose nouvelle, mais le crédit d'impôt a été augmenté dans son montant. Pour rappel, il y a un crédit d'impôt de 50% qui est octroyé pour la garde d'enfants à l'extérieur du domicile, donc garde d'enfants dans les crèches, les garderies ou les assistances maternelles. Ça va concerner les enfants qui ont moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, donc pour l'année 2022, les enfants qui ont moins de 6 ans au 1er janvier de l'année 2022. Et on va retenir les dépenses hors les frais de nourriture et sous déduction des aides qui ont été éventuellement perçues. Ça, on n'y pense pas toujours. Avant d'appliquer le crédit d'impôt, il faut défalquer du montant des dépenses engagées les aides éventuellement reçues de la part de la CAF ou de la MSA. Donc la nouveauté, loi de finances 2023, c'est que le plafond des dépenses est passé de 2 300 € à 3 500 €, ce qui se traduit par une augmentation donc, du crédit d'impôt de 1 150 à 1 750 € potentiellement. Voilà. Je pense notamment aux familles avec des enfants qui sont chez des nounous. Et en effet, 3 500, ça se rapproche un petit peu plus du coût que ça peut représenter. Autre crédit d'impôt? Alors les crédits d'impôt pour les investissements forestiers, alors c'est pas une chose tout à fait nouvelle là encore, mais ils sont venus accroître, l'administration est venue accroître, ou le législateur, l'intérêt que l'on a à investir dans les bois et forêts. On comprend bien dans le contexte suite aux incendies que l'on a vécu le coup de pouce de l'administration fiscale. Donc il existait déjà des réductions et des crédits d'impôt pour 3 sujets de dépenses qui étaient les acquisitions de bois et forêts, les travaux réalisés dans les bois et forêts et les dépenses d'assurance pour la couverture risque tempête et incendie. On avait auparavant donc des réductions et des crédits d'impôt. Désormais, on appelle plus cela que crédit d'impôt. Alors c'est pas pour jouer avec les mots, c'est qu'une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt, c'est pas la même chose. Une réduction d'impôt, lorsqu'elle est inférieure ou lorsqu'elle est supérieure à l'impôt qui est dû, n'est pas restitué. Alors qu'un crédit d'impôt qui viendrait excéder l'impôt dont on est redevable est restitué au contribuable. Donc on a pour le dire vite, on a un crédit d'impôt au taux de 25% sur les dépenses d'acquisition de forêts et travaux et un crédit d'impôt de 76% pour les dépenses d'assurance, donc couvrant les risques incendie et tempête. Alors il y a quelques conditions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais notamment des engagements de conservation quand on fait des dépenses d'acquisition et de travaux des bois et forêts dont il est question. Votre système de réduction fiscale, de souscription au capital PME. Alors voilà, ça aussi c'est pas tout à fait nouveau. Il s'agit simplement d'une prorogation. Pour rappel, cette réduction d'impôt PME ou cette réduction d'impôt dite Madelin est une réduction d'impôt qui est octroyée dans le cadre de souscription au capital ou augmentation de capital de certaines sociétés. Alors certaines sociétés, c'est plutôt les petites sociétés, les PME, donc les boîtes qui font moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions
d'euros de total bilan. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'une société cotée, il ne faut pas qu'il s'agisse d'une société en difficulté, et il faut que la société dans laquelle on investit embauche plus de 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription au capital. Alors là, il faut être un petit peu devin finalement. Quand je crée une société, je ne suis pas toujours certain sur l'année qui suit d'avoir embauché 2 personnes. Bon, on a une certaine facilité à estimer que ce sera le cas, ce qui permet de bénéficier du crédit d'impôt. Je pense qu'il faut y aller. Si on est un peu dans le doute, il faut y aller, quoi. Il faut solliciter ce dispositif. Alors les dépenses, elles sont plafonnées. Les dépenses donc voilà, de souscription au capital sont limitées à 50 000 euros ou à 100 000 euros pour un couple, 50 000 euros pour une personne seule ou 100 000 euros pour un couple. Il y a des possibilités de report. Si l'année où vous investissez, vous dépassez ce plafond-là, vous allez pouvoir reporter sur les années qui suivent les excédents. Donc, c'est pas perdu. Avec une particularité sur ce dispositif, c'est que normalement, le crédit d'impôt, enfin la réduction d'impôt, pardon, est égale à 18% de la somme engagée. Mais chaque année, la loi de finances, là, depuis un certain temps, vient accroître ce taux pour le porter à 25%. Le problème, c'est que ça demande que la Commission européenne statue et qu'un décret derrière paraisse. Et ça veut dire que c'est simplement dans le courant de l'année que vous avez droit au taux de 25%. Et là, par exemple, en l'année 2022, si vous avez fait un investissement avant le 18 mars 2022, c'est un taux de 18%. Et si l'investissement est postérieur, vous allez avoir droit à un taux à 25%. Donc, il faut attendre un petit peu. Soyez pas trop pressés sur le courant de l'année 2023, parce que le dispositif est le même pour investir au capital des PME. Parce que vous allez sans cela vous retrouver avec un taux de 18. On attend le décret qui va porter vraisemblablement le taux à 25%. Il ne faut pas que l'entreprise soit pressée à avoir des fonds. C'est ça. Voilà. Autre sujet, la révision des valeurs locatives. Alors ouais, celui-ci il est pas passionnant, j'avoue. La valeur locative, elle est révisée ou elle a vocation à l'être pour les impositions des taxes d'habitation et des taxes foncières. Et donc, l'État avait prévu quelques obligations déclaratives à compter de l'année 2023 pour la révision de ces valeurs locatives. Alors, les obligations déclaratives étaient à la charge, enfin, sont prévues à la charge des propriétaires, donc pour que l'État, le cas échéant, soit en capacité de réviser ces valeurs. Donc, ça devait se traduire par formulaire à remplir sur l'état de vos biens. Mais total, l'État a pris du retard et cette obligation de révision des valeurs, enfin, ou de cette obligation déclarative n'arrivera que dans le courant de l'année 2025. Ce qui est plus important quand on parle de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, mais la taxe d'habitation surtout, c'est qu'elle a disparu à compter du 1er janvier de l'année 2023. On ne parlera plus de taxe d'habitation, enfin à compter de l'année 2023, pour les habitations principales, pour les locaux qui sont affectés à l'habitation principale. Il subsistera une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Tout à fait. Et parfois même des majorations de taxes d'habitation dans certains secteurs particuliers sur les résidences secondaires. Autre sujet, la gestion des déficits fonciers, avec pour le coup une mesure spécifique vraiment sur cette année à venir. Ouais, une mesure spécifique qui se veut incitative. On ne sait pas si on aurait raison d'être incité à y aller. On ne sait pas si on aurait raison d'y aller sur ce sujet. Je vais m'en expliquer. Sur le papier, ça paraît plutôt sympa. Je rappelle d'abord ce dispositif des déficits fonciers quand sur des locations nues, donc vous consentez, vous réalisez des déficits, vous avez la possibilité d'imputer sur votre revenu global jusqu'à 10 700 euros de déficit foncier. Et l'excédent du déficit foncier par rapport à ces 10 700 euros, imaginons donc un déficit foncier de 30 000 euros, vous avez 10 700 euros imputables sur le revenu global et les 19 300 autres euros, qu'est-ce qu'on en fait? Se pose la question et on va pouvoir imputer donc cet excédent de déficit foncier sur les bénéfices fonciers des 10 années, sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors, la mesure de la loi de finances rectificative pour 2022 est la suivante. Je disais tout à l'heure que le déficit foncier imputable sur le revenu global était de 10 700 euros. Il va être porté, ce plafond d'imputation sur le revenu global,
à 21 400 €. Il est donc doublé, mais uniquement pour le déficit qui serait né de travaux de rénovation énergétique. Alors, comment on définit les travaux de rénovation énergétique? En fait, c'est les travaux qui amènent à balayer ce que sont les passoires énergétiques. C'est-à-dire, on va passer d'un classement E, F ou G à un classement A, B, C ou D. Vous savez que lorsqu'on donne son bien en location, il faut obtenir ce classement. Et donc, les biens les plus énergivores sont mal classés, E, F ou G. Et donc, l'objectif de cet avantage fiscal-là est de permettre d'engager des dépenses pour éviter les mauvais classements, donc les biens énergivores. Voilà. Alors, ce dispositif concerne la période qui court du 1er janvier 2023 au 31 décembre de l'année 2025. Sur le papier, je le répète, c'est quelque chose de plutôt sympa, mais dans les faits, c'est sans doute une fausse opportunité. Pourquoi? Parce que dans les faits, il est plus intéressant d'aller imputer des déficits sur des revenus fonciers futurs que d'imputer des déficits sur un revenu global. Quand vous imputez un déficit sur un revenu global, vous passez de l'opportunité de réduire l'assiette des prélèvements sociaux. Donc, quand on dresse un petit peu les comptes, sous l'apparence comme ça d'une mesure qui va complètement dans le sens du vent, d'un truc très incitatif, en fait, on va se retrouver avec quelque chose d'assez potentiellement pénalisant au plan fiscal. Voilà, donc attention avec ça, sachant que donc cette imputation sur le revenu global, a priori, ne sera pas obligatoire à hauteur de 20 700 €. Donc, il pourrait être opportun, c'est ça qu'il faut retenir, hein, de regarder si c'est bien ou non que d'imputer ce déficit dégagé du fait des dépenses énergétiques engagées. Est-ce que c'est bien de l'imputer sur le revenu global ou est-ce que c'est bien de l'imputer sur le revenu foncier futur? Souvent, on arrive à la conclusion qu'il est préférable de les imputer sur les revenus fonciers futurs. Cette mesure permet de récupérer plus rapidement des sous puisque l'impôt est plus rapidement baissé, mais dans le temps, si on regarde dans le temps, ça fait pas gagner d'argent. Il vaut mieux exactement. Une autre défiscalisation, Isabelle, je te redonne la parole. Le Malraux, qui n'est pas nouveau, mais est-ce que c'est un dispositif qui est toujours intéressant? Oui, tout à fait. Donc, le dispositif Malraux, effectivement, qui n'est pas un dispositif nouveau, qui existe depuis un certain temps et qui va s'adresser aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier, dans des opérations plutôt de rénovation immobilière, dans des quartiers qui sont vraiment strictement définis, dans des sites remarquables, et jusqu'au 31 décembre pour des opérations qui sont réalisées dans les quartiers anciens dégradés ou dans ceux qui présentent une concentration élevée d'habitats anciens dégradés et dont la réhabilitation a été déclarée d'utilité publique. Donc, c'est vraiment des quartiers très ciblés. Donc, dans ces deux derniers types de quartiers, donc cette réduction Malraux était applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Elle pourra finalement s'appliquer, ça a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, pourquoi ce dispositif Malraux est intéressant? Alors, Cédric l'a rappelé tout à l'heure, donc c'est une réduction d'impôt et non pas un crédit d'impôt. La réduction d'impôt est égale à 30% du montant des travaux que vous allez réaliser dans le cadre de l'opération de restauration immobilière. Donc, là, dans la limite de 400 000 € de travaux étalés sur 4 ans maximum. Les avantages principaux de ce dispositif Malraux comparé à d'autres dispositifs dont vous pouvez avoir entendu parler comme le Pinel. Donc, la location doit être nue et réalisée pendant 9 ans et même principe que dans les autres dispositifs, on ne peut pas louer à des membres de son foyer fiscal ascendant ou descendant. Mais l'avantage principal, c'est qu'il n'est pas soumis à au plafonnement des niches fiscales. Donc, on peut avoir un montant crédit d'impôt vraiment maximum et ne pas être raboté par le plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Les loyers ne sont pas plafonnés et il n'y a aucune condition de ressources des locataires. Donc ça, c'est plutôt intéressant par rapport à d'autres dispositifs qui sont concernés par ces limites et qui peuvent poser des soucis de rentabilité du dispositif.
Ensuite, sur le Malraux, l'acquisition ne va porter dans un premier temps que sur le foncier. Donc, les droits d'enregistrement ne seront calculés que sur le foncier. Et puis ensuite, vous engagez les travaux. Donc, c'est un dispositif, je pense, qui est pas très utilisé, pensant qu'il faut vraiment investir dans des programmes importants pour avoir une défiscalisation intéressante. Mais c'est un dispositif qui est à voir. C'est vrai, par exemple, pour un couple qui disposerait de 12 000 euros, par exemple, d'impôt sur le revenu, il suffit d'investir dans une opération immobilière aux alentours de 200 000 euros, dont 150 000 euros de travaux, ce qui fait une réduction d'impôt de 45 000 euros. Donc, pendant 4 ans, vous ne payez pas d'impôt. Alors, certes, c'est sûr, il faut peut-être prévoir un emprunt pour réaliser cet investissement, mais vraiment, c'est un dispositif à redécouvrir peut-être. On parle beaucoup du Pinel, mais le Malraux est pas mal et devient accessible. Merci Isabelle. Donc là, on a fait un focus sur tous les dispositifs auprès des particuliers. On va basculer maintenant sur les dispositions applicables aux entreprises. Voilà, un petit quart d'heure devant nous pour parler de ce sujet-là. Et je vais te repasser la parole, Isabelle. Oui. Tu vas nous parler des réévaluations de seuil. Attends, je passe. Voilà. Merci, Gauthier. Oui, premier dispositif. Encore une fois, on est dans la revalorisation de certaines limites. Donc là, on va parler du régime de la micro-entreprise, donc qui était un régime fiscal. Les chefs d'entreprise ne sont pas soumis à une taxation sur leurs bénéfices, mais sont sujets à un abattement forfaitaire pour frais en fonction de la catégorie de revenus dans laquelle ils appartiennent. Et pour appliquer ce régime, il y a des seuils de chiffre d'affaires qui sont valables 3 années de rang. Donc, il y avait des seuils qui étaient applicables de 2020 à 2022. Là, ils ont été revalorisés également de 5,4% pour la période triennale à venir, 2023-2025. Donc, on parle des seuils pour les micro BIC, donc ce sont les entreprises qui vont faire de l'achat-revente ou qui vont faire de la fourniture de logements comme les locations meublées. Donc, on passe de 176 200 euros à 188 700 euros pour la période des 3 ans à venir. Et pour les prestations de services, on passe de 72 600 euros à 77 700 euros. Donc, les entreprises bénéficient donc d'un abattement de 71% en cas d'achat-revente, donc sur le chiffre d'affaires, et puis 50% pour les autres prestations de services. Concernant les BNC, on est sur un seuil de chiffre d'affaires de 72 600 qui passe à 77 700 euros par an, avec un abattement pour frais de 34%. Alors, à l'intérieur de ce seuil, il y a un seuil et souvent nos micro-entrepreneurs peuvent se faire avoir, entre guillemets, c'est la TVA. La TVA, c'est pas parce qu'on est micro-entrepreneur qu'il n'y a pas de TVA et qu'on est en franchise. Donc, il y a un seuil à l'intérieur du seuil. Et ce seuil a été revalorisé également pour les périodes à venir de 2023 à 2025. Donc, pour les franchises en base, si on veut être en franchise en base, pour les activités d'achat-revente, le seuil sera de 91 900 euros au lieu de 85 800 euros. Et pour les activités de prestation de services, on est à 36 800 euros. Donc, on a une petite marge de manœuvre, on a un entre-seuil, on va dire un entre-deux. La sanction n'arrive pas tout de suite, mais si vous dépassez le seuil majoré au niveau TVA, vous devez reverser la TVA au premier jour de dépassement du chiffre d'affaires. Donc 101 000 euros pour les livraisons de biens et 39 100 euros pour les prestations de services. Donc ce seuil de TVA, il faut vraiment y faire attention, même quand on est en micro. Merci Isabelle. Une autre évolution sur l'année 2022, c'est l'évolution du statut de l'entrepreneur individuel. Je te laisse en dire un mot, Cédric. Oui, pour le régime fiscal de l'entreprise individuelle, on va d'abord parler de l'évolution juridique qui est pas anodine. Jusqu'alors, quand on exerçait en qualité d'entrepreneur individuel, on était responsable sur l'ensemble de son patrimoine du risque professionnel. Ça veut dire qu'un risque professionnel pouvait gangréner le patrimoine privé, pouvait atteindre le patrimoine privé, même s'il y avait des dispositifs du type de la limitation de la responsabilité sur l'habitation principale qui déjà avaient été mis en place. Mais
là, on a quelque chose de bien plus protecteur depuis le 15 mai de l'année 2022 pour l'entrepreneur individuel parce qu'il ne va être responsable que sur ses biens professionnels au titre de son activité professionnelle. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne pourra engager que les biens qui servent son activité. Donc depuis le 15 mai de l'année 2022, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde tout ce que sont les biens qui sont utiles à l'activité de l'entrepreneur individuel et on détermine ainsi ceux qui sont soumis au risque professionnel. Et donc les créanciers professionnels, ceux à qui donc l'entrepreneur individuel doit de l'argent, ne pourront venir se servir que sur ces biens professionnels. Alors, il y a une possibilité de casser cette frontière entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. C'est d'ailleurs pas toujours une mauvaise chose parce que on peut se demander si le banquier sera toujours enclin à suivre une personne avec laquelle il ne pourra se garantir que sur son patrimoine professionnel. Donc, on a la possibilité de limiter quand même de casser cette limite au gage des créanciers professionnels. Donc, de disposer qu'ils auront la possibilité, en dépit de ce que dit la loi, de se servir sur le patrimoine professionnel en cas de, sur le patrimoine personnel, pardon, en cas de difficulté. Donc, retenons simplement cela au plan juridique, c'est quand même une évolution majeure. L'entrepreneur individuel qui jusqu'alors engageait ses biens propres dans son activité professionnelle, aujourd'hui, au plan du principe, ne les engage plus. Voilà. Et cette évolution du statut de l'entrepreneur individuel se trouve également dans le régime fiscal parce que jusqu'alors l'entrepreneur individuel était imposé sur la totalité du bénéfice qu'il générait, peu importe la rémunération qu'il se servait. Quelle est la philosophie là derrière? En fait, on est dans l'idée qu'au sens fiscal, il n'existe qu'un seul patrimoine et donc tout ce qui est engrangé sur le compte professionnel est considéré comme étant engrangé à titre personnel. Donc on était imposé là-dessus. Il y a désormais, avec cette évolution du statut, la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés dans une entreprise individuelle et donc de séparer les revenus professionnels des revenus personnels. Et donc, si j'ai opté pour l'impôt sur les sociétés, ou plus précisément pour l'assimilation au statut de URL, peu importe, si j'ai opté pour l'impôt sur les sociétés, je ne vais plus, moi, entrepreneur individuel, être imposé que sur les revenus que je vais retirer de l'entreprise. L'entreprise supportera un impôt spécifique qui sera l'impôt sur les sociétés, mais à titre personnel, je ne porterai d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales que sur les revenus que je vais retirer de mon entreprise. Donc ça, c'est une évolution majeure. Donc deux évolutions majeures pour l'entreprise individuelle, la séparation des patrimoines et la possibilité désormais d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Un message d'ailleurs à tous ceux qui sont en entreprise individuelle encore à l'impôt sur le revenu. Il y a peut-être de moins en moins parce que les statuts avaient déjà évolué vers des sociétés, etc. Et du coup, cette nouvelle possibilité peut vous questionner justement sur s'il y a une évolution à faire de votre côté. Alors, n'hésitez pas à revenir vers vos conseils. Merci Cédric. Autre sujet d'évolution positive. Isabelle, le taux réduit d'impôt société. Oui, tout à fait, Gauthier. Vous le savez, il y a un taux normal d'impôt société qui est actuellement de 25%. Donc, on arrive au bout de la réforme de ce taux d'impôt société. On est passé de 33,1 à 25%. Donc, ce 25% sera applicable à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2022. Parallèlement, on a un taux réduit d'IS sous respect de certaines conditions et dans la limite d'un certain plafond. Donc, on va rappeler rapidement les conditions. Il faut que le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros, que le capital soit entièrement libéré et que la société soit détenue à 75% au moins par des personnes physiques. Alors, il y a une notion de holding et de société à étage, mais on va rester sur cette première catégorie de conditions. Donc, la limite pour appliquer ce taux d'IS de 15% était de 38 120 €. Alors, ce plafond n'avait pas été revu depuis un certain nombre d'années, depuis le début de l'application d'ailleurs du taux réduit d'IS. On aurait pu penser qu'il aurait été plus revalorisé, mais bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Ce plafond passe de 38 120 € à 42 500 € et sera applicable pour les bénéfices qui seront réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2022. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ça permet une économie de 438 €. On prend.
Alors, pendant les discussions, ils avaient parlé de le doubler à plus de 70 000 euros. Bon, c'est pas ça qui a été retenu. Autre sujet, l'amortissement des fonds de commerce, des fonds commerciaux. Oui, les fonds commerciaux peuvent être amortis comptablement sous réserve de respecter certaines normes, notamment de définir la limite d'utilisation de ce fonds de commerce. Lorsque cette limite dans le temps n'est pas suffisamment fiable, on peut l'amortir sur 10 ans. Et il y avait une ouverture également pour les petites entreprises. Alors, petites entreprises, c'est moins de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais sans justification, on peut amortir le fonds de commerce sur 10 ans. Alors, comptablement, ok, c'est super, sauf que fiscalement, ça ne suit pas et que l'amortissement comptable du fonds commercial n'est pas déductible fiscalement. Donc, l'année dernière, la loi de finances avait ouvert une période transitoire pendant laquelle les fonds acquis ou apportés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, l'amortissement sur les fonds de commerce serait déductible fiscalement. Alors, je pense qu'il y a eu des opportunités de montages fiscaux qui ont été réalisés pour bénéficier de ce dispositif et il y a des montages qui consistaient à s'acheter à soi-même le fonds de commerce. Mais qui ont été purement et simplement supprimés. C'est-à-dire que je suis en entreprise individuelle, je vais vendre mon fonds de commerce à une société que je vais détenir, j'amortis mon fonds de commerce, c'est pas possible. Voilà, à compter du 18 juillet 2022, ces opérations ne sont plus possibles. Et pour celles qui auraient été réalisées avant, donc du 1er janvier 2022 au 18 juillet 2022, en cas de contrôle, l'administration fiscale pourrait retoquer l'opération sous la théorie de l'abus de droit. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être des montages qu'il faudra bien justifier. Si c'est des possibilités voilà, de transmission, d'entreprise, etc., ça pourrait peut-être passer, mais il y a un risque sur les opérations antérieures, entre le 1er janvier et le 17 juillet. Merci. Cédric, crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Tu as 4 ou 5 sujets à nous présenter. Je vais te demander de faire succinct, s'il te plaît, et commencer par crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Ouais, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Donc, ayez simplement à l'esprit que si vous allez vous former en qualité de chef d'entreprise, quelle que soit l'entreprise que vous avez entre les mains d'ailleurs, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt qui va représenter le nombre d'heures de formation multiplié par le taux horaire du SMIC. Ça, c'est le principe. C'est pas un crédit d'impôt qui est nouveau. C'est l'apport de la loi de finances pour 2023. Enfin, c'était déjà le cas pour 2022. C'est que ce crédit d'impôt est multiplié par donc nombre d'heures de formation fois le taux horaire du SMIC au 31 décembre de l'année concernée fois 2 pour ce crédit d'impôt. Merci bien. Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments. Alors ça aussi, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ça existait sur l'année 2021. Les TPE et les PME qui relèvent d'un régime réel d'imposition, faut pas être un micro-entrepreneur, donc faut être une entreprise qui embauche moins de 250 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 43 millions d'euros de total bilan. Si vous engagez des dépenses de rénovation énergétique, isolation des combles, installation de chauffe-eau solaire collectif, installation de ventilation mécanique de système de régulation de chauffage, vous allez falloir penser simplement aux dépenses qui vont en faveur du développement durable. Si vous engagez ce type de dépenses en qualité d'entrepreneur, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt représentant 30% quand même du montant des dépenses engagées. Et ce crédit d'impôt, il est plafonné à 25 000 euros, mais 25 000 euros sur les périodes d'application. Alors en fait, on avait une période d'application en 2021, on n'avait pu bénéficier de ce dispositif en 2021. En 2022, ça n'existait plus et il reprend en 2023. Donc, si vous engagez des dépenses en 2023, on aura un plafond du crédit d'impôt de 25 000 euros, mais en ce compris les dépenses qui ont été engagées en 2021. C'est pas mal. Suppression de la CVAE. Suppression de la CVAE, alors c'est pas pour de suite. Alors ça, c'est une mesure qui a été prise pour rendre notre pays au plan industriel un peu plus sexy, un peu plus attractif.
Ouais, c'est un impôt de production donc qui nuit à l'implantation sur notre territoire des entreprises industrielles. L'État l'a bien compris et donc nous promet pour l'année 2023 une réduction de moitié de la CVAE, puis une disparition en 2024 pure et simple de cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc on ne parlera plus de fait de la contribution économique territoriale qui faisait masse de la cotisation foncière des entreprises et de la CVAE. On ne parlera plus que de la cotisation foncière des entreprises désormais. Dans le prolongement de ce sujet, le plafonnement de la CET, justement. Mais voilà. C'est bon pour toi, Cédric? Là, on peut aller sur la diapo suivante. Ouais, c'est bon pour moi. Ça marche. Prêt garanti par l'État, PGE. Alors, le prêt garanti par l'État, ouais, un mot rapide là-dessus, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est important. On y songeait dans le cadre du Covid, on a beaucoup entendu parler du prêt garanti par l'État, on entend un peu moins parler du prêt garanti par l'État résilience. D'ailleurs, les établissements financiers sont pas toujours très au fait là-dessus, mais c'est un dispositif de soutien qui est important dans le cadre du conflit en Ukraine. Hein. Toutes les incidences sur le plan économique dans vos entreprises du conflit en Ukraine peuvent être compensées financièrement par ce prêt garanti par l'État résilience. Voilà le nom qu'on lui donne. Alors, c'est un prêt qui peut aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires moyen que vous avez réalisé sur les 3 dernières années. Et il est cumulatif avec le prêt garanti par l'État dont vous avez éventuellement bénéficié dans le cadre du Covid, de sorte qu'au final, vous aurez peut-être perçu un PGE global, hein, le PGE Covid plus le PGE résilience, représentant 40% de votre chiffre d'affaires. Hein. C'est 15% de chiffre d'affaires fixant le plafond de votre PGE peuvent s'ajouter à celui que vous avez déjà reçu, je le répète. Donc, c'est un prêt qui va être amorti le cas échéant sur 6 ans et qui est remboursable au-delà d'un an. Surtout, il ne faut pas se passer de ce type d'opportunité parce on n'a pas beaucoup la chance de voir un prêt garanti quand même par l'État. Souvent, on engage sa caution personnelle. Là, c'est pas le cas. C'est l'État qui vient en garantie de ce prêt. Donc, si vous pouvez y aller, si vous en avez besoin, parce que vous subissez une augmentation du cours des matières premières, de l'énergie, etc., ben, il faut y aller. Tout à fait. Autre sujet, il y a tout un volant d'aide mis en place aux entreprises en matière de consommation d'énergie. C'est assez complexe, Isabelle. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Alors, je vais essayer. Alors, dans le temps imparti, je vais essayer d'être très concise puisque le maître du temps va me taper sur les doigts. Donc, bien sûr, vous avez tous vu nos factures d'énergie se sont envolées vu le contexte économique et le contexte actuel. Donc, plusieurs dispositifs sont mis en place depuis 2022, d'autres ont été créés en 2023. Donc, sur 2022, vous avez pu bénéficier, quelle que soit votre entreprise, du bouclier tarifaire qui a permis de limiter la hausse de l'électricité à 4% et de geler le prix du gaz à celui d'octobre 2021. Et il y avait également le guichet d'aide gaz et électricité. Donc, je en reparlerai plus tard. Donc, il faut aller faire une simulation sur le site des impôts parce que les aides, c'est un peu complexe à calculer, donc je vais pas vous le faire maintenant. Mais en tout cas, pour vos dépenses qui ont augmenté sur septembre et octobre, vous pouvez faire les demandes d'aide jusqu'au 28 février 2023. Et pour les dépenses de novembre et décembre, vous pouvez faire les demandes d'aide jusqu'au 31 mars 2023. Donc, à partir de 2023, on va retrouver tous ces dispositifs, mais qui vont être différents selon que l'on est une TPE, une PME ou une grande entreprise. Des nouveaux dispositifs se sont également rajoutés, comme le report du paiement des impôts, des cotisations sociales. Bien évidemment, ce n'est pas automatique. Il faudra les demander aux URSSAF, aux impôts, ce qui est possible de faire. Vous pouvez également demander à vos fournisseurs d'énergie d'étaler le paiement de vos factures. Ça, c'est possible jusqu'à cet été pour l'instant. Et puis vraiment, si vous avez des dettes fiscales et sociales, vous avez un dernier recours avec la saisine de la CCSF. Donc, je vous ai mis dans le support l'ensemble des contacts pour que vous puissiez vous rapprocher des services compétents en cas de difficulté. Donc, rapidement,
il y a un petit schéma qui est très bien fait. Prenons pas peur avec cet arbre de décision. Voilà, non, voilà. Ça, c'est facile. Tout à fait. Alors, le cabinet a communiqué récemment sur ces aides. Vous avez reçu une petite synthèse. Donc, on est bien sûr à disposition pour répondre à vos questions si on peut y répondre. Il y a des choses qui sont faites automatiquement. Il y a des choses qu'il va falloir demander à vos fournisseurs d'énergie sur la base d'une attestation. Donc, on ne va pas regarder les ETI ou grandes entreprises. Donc, si vous êtes une TPE, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires ou votre total bilan est inférieur à 2 millions d'euros et que vous avez moins de 10 salariés, il faut regarder dans un premier temps la puissance de votre compteur, s'il est inférieur ou pas à 36 kVA. Je suis devenue hyper pro au niveau de tout ça. Moi, j'y connaissais rien. Si c'est le cas, vous êtes normalement éligible à des tarifs réglementés de vente d'électricité, le TRVE, et vous pourrez donc bénéficier du bouclier tarifaire, ce qui va vous permettre de limiter l'augmentation du prix de l'électricité à 15% à partir de février 2023. En janvier 2022, on était encore sous le régime à 4% du bouclier tarifaire de 2022. Il n'y a pas de démarche à faire. Si vous n'avez pas de contrat aligné sur le TRVE, vous pouvez faire une demande à votre fournisseur pour appliquer la garantie de prix, c'est-à-dire que votre tarif d'électricité ne pourra pas excéder 280 € par mégawatt-heure sur l'année. En moyenne, oui. En moyenne, tout à fait. En moyenne. Donc là, il faut faire une démarche et faire une attestation. Donc le modèle vous avait été fourni quand on vous a envoyé la synthèse. Si votre compteur n'est pas inférieur à 36 kVA, vous pouvez bénéficier en tant que TPE de l'amortisseur électricité, ce qui permettra de vous garantir que le tarif moyen sur l'année n'excède pas les 280 € par mégawatt-heure. Donc là encore, il faut faire une attestation auprès de vos fournisseurs d'énergie. Donc l'attestation est à établir avant le 31 mars 2023. Et s'il y avait une prise de votre contrat après le 28 février 2023, vous avez un mois pour demander votre attestation. Si vous êtes une PME, donc moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros, vous pouvez bénéficier de l'amortisseur électricité. On ne sera pas sur les mêmes bases que l'amortisseur électricité TPE. Donc là, je ne rentre pas dans le détail parce que voilà, vous pourrez faire des simulations sur le site des impôts. Et enfin, un troisième dispositif qui existe, qui est le guichet d'aide gaz-électricité. Et pour cela, il faut être une TPE ou une PME électro-intensive. Donc, avant application de l'amortisseur, alors je vais prendre mes notes, les factures payées sur la période sont supérieures à 50% du prix de 2021 sur la même période. Et deuxième condition, vos dépenses d'énergie et gaz et électricité représentent plus de 3% du chiffre d'affaires de 2021. Donc, il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir avant de passer au guichet unique. Après, il y a 3 régimes d'aide. On est plafonné en fonction du niveau d'évolution de vos prix. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Parfaitement, mais quand même, si on a un doute malgré tes explications extrêmement claires, comment peut-on faire? Alors, vous regardez le support et vous avez des contacts dédiés. Voilà, pour répondre aux questions, il y a un numéro national qui a été mis en place. Il y a le médiateur de l'énergie. Vous pouvez aller demander via votre messagerie sécurisée le report de paiement d'impôt. Ça ne concerne pas la TVA. Vous pouvez recourir également à votre médiateur sortie de crise. Donc, par département, sur le prochain support, vous avez toutes les coordonnées. Ouais. Et puis voilà. OK. Merci bien, Isabelle. Très bien. Un sujet. Eh bien, maintenant, on a bouclé la partie fiscale. On va passer à la partie sociale et on va rejoindre Arnaud Rimbert et Arnaud Pillois qui vont prendre le relais sur ce sujet. Messieurs, c'est à vous. Les mesures sociales, la loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2023. Merci Gauthier, maître de cérémonie. Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Donc, il nous reste donc 7 minutes pour vous parler des mesures sociales. Heureusement, la loi de finances n'en comporte pas énormément cette année. Cette année 2022 qui a été pour le pouvoir d'achat annus horribilis. Donc concrètement, qu'a fait la loi de finances pour aider au pouvoir d'achat? On a vu tout à l'heure, pour faire le lien avec ce que vient de dire Isabelle, les problématiques d'énergie. Et au niveau du pouvoir d'achat, Arnaud, qu'est-ce qu'a fait la loi de finances? Alors, merci Arnaud. Effectivement, la loi de finances est venue rajouter quelques mesures à des mesures qui avaient été prises dans le courant de l'année 2022. La première mesure étant une application pour les entreprises de 20 à 250 salariés de la déduction forfaitaire spécifique pour chaque heure supplémentaire qui est payée aux salariés. C'est une mesure qui concernait les entreprises de moins de 20 et qui maintenant va concerner les entreprises de 20 à 250 salariés. Pour toute heure supplémentaire, elles bénéficieront d'une réduction de cotisation de 50 centimes d'euros par heure supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient compléter également le dispositif de monétisation des RTT, qui lui avait été appliqué par la loi de finances rectificative pour 2022 et qui permet aux entreprises dans lesquelles on applique une organisation du temps de travail sur toute ou partie de l'année donnant lieu à l'attribution de jours de réduction du temps de travail. Donc, on a la possibilité de monétiser ces jours et ça permet aux salariés d'être payés et d'avoir du pouvoir d'achat directement, tout en ayant cette partie-là qui sera défiscalisée. L'entreprise elle-même bénéficiera d'un système d'exonération de cotisation outre la déduction forfaitaire de 50 centimes d'euros sur le rachat de ces jours. Donc, c'est une petite mesure d'accompagnement des entreprises. En plus de cela, on a également une hausse du plafond d'exonération des titres restaurants, puisqu'on est passé, le montant est passé à 6,50 €. Ça permet de donner du pouvoir d'achat parmi les mesures qui peuvent accompagner les entreprises et les salariés sur le pouvoir d'achat. On a notamment les tickets restaurants, mais également les frais de transport, puisqu'on a un dispositif qui permet aux entreprises d'indemniser leurs salariés pour leurs frais de transport entre le domicile et le lieu de travail. Donc ça, c'était une disposition qui avait été prise en courant de l'année 2022, également par la loi de finances rectificative, mais qui est très intéressante, puisqu'on peut donner du pouvoir d'achat jusqu'à 400 € par salarié, non fiscalisé et non soumis à cotisation. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de donner du pouvoir d'achat sans augmenter les salaires et sans avoir un effet inflationniste lourd pour l'entreprise, vous pouvez prendre des mesures ponctuelles qui permettent de donner du pouvoir d'achat, 1 € versé coûtant 1 € pour l'entreprise et c'est 1 € dans la poche du salarié puisqu'il n'y a pas d'imposition. Plein de mesures qui ont été complétées par la loi de finances 2023 et qui viennent reprendre des dispositifs de 2022. Merci. Maintenant que j'ai du pouvoir d'achat, Arnaud, je vais pouvoir me former. Justement, j'ai reçu un certain nombre de fois des appels téléphoniques pour utiliser ce qu'on appelait avant le DIF, qui est devenu le compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce qui change sur le compte personnel de formation dans la loi de finances? Alors, Arnaud, je te rassure, tu ne seras plus rappelé puisqu'il y a dorénavant une interdiction du démarchage des particuliers pour le compte personnel de formation. Mais par contre, je suis désolé, si tu veux mobiliser ton compte personnel de formation en 2023, il va falloir que tu participes au financement de la formation puisque le dispositif a très bien marché. Alors, principalement pour le permis de conduire et pour l'apprentissage des langues étrangères, donc des dispositifs qui ne sont pas forcément très opérants pour les entreprises. Mais de ce fait-là, du fait notamment du démarchage intensif, on s'est retrouvé avec une utilisation très intensive du compte et donc des déficits. Donc, les salariés dorénavant devront abonder, sauf cas exceptionnel, pour mobiliser leur compte personnel de formation. Parfait, c'est parfait. Merci Arnaud pour ces explications. Une des difficultés, j'ai cru comprendre, d'un certain nombre de chefs d'entreprise sur 2022, au-delà du pouvoir d'achat, ça a été de trouver des salariés, de fidéliser les salariés et de trouver de la main-d'œuvre. Je crois même que chez nos amis experts comptables, c'est une problématique assez récurrente. Mais en réalité, dans la loi marché du travail
elle a mis en place des systèmes qui ont vocation justement à faire en sorte que les salariés accèdent aux postes dont les entreprises ont besoin. Et plutôt que de regarder à l'entrée du contrat de travail, on a regardé un peu à la sortie avec cette nouvelle procédure d'abandon de poste, justement pour baisser le chômage, de dire qu'un salarié qui démissionne ne serait plus forcément éligible. Et je reviens, parce que c'est important de regarder dans le rétroviseur, sur l'histoire un peu de la rupture conventionnelle qui a été votée sous le gouvernement Sarkozy, Travailler plus pour gagner plus, en 2007. Avec les partenaires sociaux, il y avait eu un deal, c'était de dire que ils étaient d'accord que les ruptures conventionnelles soient éligibles à l'assurance chômage, moyennant quoi les licenciements pour abandon de poste ne le seraient pas. Et les syndicats étaient vent debout contre ça en disant si je suis harcelé et que je ne viens plus travailler, j'aurai plus droit au chômage. Donc, ce n'était pas passé à l'époque, mais plusieurs années après, présente-nous ce nouveau dispositif, Arnaud. Alors effectivement, Arnaud, tu as entièrement raison. Le législateur a envie de rendre beaucoup plus difficile l'entrée des salariés dans du chômage choisi. Donc, on a deux mesures principales qui vont rentrer en vigueur. La première, c'est la mesure qui concerne l'abandon de poste, puisque, alors, pour être très très clair, il n'est pas interdit aux entreprises. Il sera toujours possible d'aller sur une procédure d'abandon de poste, de licenciement pour abandon de poste. Par contre, le salarié ne conduira pas à l'entreprise à aller sur cette procédure-là si le chef d'entreprise n'en a pas envie. Autrement dit, vous avez affaire à une situation dans laquelle le salarié vous met devant le fait accompli et ne vient pas travailler. On a un nouveau dispositif qui n'est pas encore en vigueur puisqu'on attend le décret d'application, mais qui permettra tout simplement de faire une mise en demeure par lettre recommandée dans laquelle on dira au salarié, on lui demandera de reprendre son poste de travail, passer un délai qui devrait être entre 7 et 15 jours si le salarié ne répond pas et ne reprend pas son poste de travail, ne justifie pas de son absence. On pourra tout simplement établir les documents de rupture du contrat de travail et mettre sur l'attestation Pôle emploi démission présumée. Ça implique quoi? Ça implique que le salarié ne pourra pas bénéficier de Pôle emploi et ne pourra donc plus forcer la main de son employeur qui jusqu'avant était obligé à un moment donné de prononcer un licenciement pour faute grave et donc de permettre aux salariés de bénéficier des allocations chômage. Donc ça, clairement, on redonne la main à l'entreprise et on enlève cette possibilité-là qui de facto existait pour les salariés. Et c'est applicable dès maintenant? Alors, ce n'est pas encore applicable puisqu'on attend le décret d'application. Dès que le décret d'application sera adopté, ça sera applicable. D'ici quelques semaines, on espère. Et il y a également toujours des mesures sur l'assurance chômage, une suppression de l'assurance chômage en cas de refus de 2 CDI. Là encore, est-ce que c'est applicable maintenant? Alors, ce n'est pas encore applicable, mais c'est quand même une mesure extrêmement forte politiquement qui a été introduite par les Républicains lors de la négociation de la loi. L'idée, elle est là de pénaliser les salariés qui font exprès de rester dans une situation précaire, c'est du précaire choisi. Et dorénavant, une fois que le décret d'application sera sorti, un salarié qui aura refusé sur une période de 12 mois 2 CDI sur des conditions identiques à celles qui présidaient dans le cadre de l'application de son CDD, perdra le bénéfice de Pôle emploi. Donc ça, on pense que ça sera de manière assez simple. L'entreprise va pouvoir cocher dans l'attestation Pôle emploi refus d'un CDI, ce que l'on fait en général pour éviter d'avoir à payer l'indemnité de précarité. Si Pôle emploi reçoit sur une période de 12 mois 2 fois l'information comme quoi un salarié avec le même employeur ou avec des employeurs différents a refusé le principe d'un CDI, il perdra le bénéfice de Pôle emploi. L'idée vraiment, c'est d'amener les personnes à ne pas accepter, à ne pas choisir d'être à Pôle emploi, mais à aller chercher un job parce qu'on est en pénurie et en tension de main-d'œuvre et qu'il faut, au-delà d'augmenter la durée de travail et donc de repousser l'âge de départ à la retraite, le législateur agit aussi sur ce biais-là pour qu'on ne choisisse pas ou plus d'être à Pôle emploi. D'ailleurs, ça me rappelle l'autre jour, on faisait un Scrabble avec Thomas Fondevilla et il a posé le mot contracyclicité, compte triple, que je ne connaissais pas. Ça correspond à quoi cette contracyclicité?
Alors, je ne connaissais pas non plus, hein, c'est un mot qui existait dans le dictionnaire, effectivement. En fait, c'est un dispositif toujours sur Pôle emploi qui permet d'adapter l'indemnisation des chômeurs en fonction de l'état du marché du travail. Et donc, de manière très, très simple, quand ça va mal, on est indemnisé et on sera indemnisé comme avant, c'est-à-dire maximum 24 mois ou 36 mois si on a plus de 55 ans. Mais quand ça va bien et que tous les critères économiques sont au vert et qu'on a un besoin de main-d'œuvre, ce qui est le cas aujourd'hui, on va venir appliquer un taux de minoration des droits acquis à Pôle emploi de 25%. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui, sachant que cette mesure est rentrée en vigueur le 1er mars, 1er février, qui pouvait au 31 janvier bénéficier de 24 mois d'allocation chômage, ben, ne bénéficiera aujourd'hui que de 18 mois d'allocation chômage. Donc ça, c'est une vraie mesure impactante qui n'a pas trop fait parler d'elle, mais qui va venir diminuer de manière très, très, très conséquente la durée d'affiliation des demandeurs d'emploi, donc pour les inciter à reprendre du travail assez rapidement, puisque la position du président et celle de sa majorité, c'est toujours de dire que si vous voulez du boulot, il suffit de traverser la route. Merci. On avance un peu puisque le temps passe et je vois que également sur le pouvoir d'achat, il y avait la loi PEPA, la prime PEPA qui est morte, mais la prime PPV qui s'inscrit plus dans la durée de ce que j'ai compris. Et il y a une nouveauté au niveau de cette prime PPV qui a été un grand succès puisque de très nombreuses entreprises l'ont versée, mais dans un cadre qu'il faut effectivement juridique contraignant qu'il faut respecter. Alors, quoi de neuf sur cette prime de partage de valeur? Alors, ça, c'est le dispositif phare des mesures pour maintenir le pouvoir d'achat, hein, très important, un dispositif pérenne sur lequel on peut s'appuyer, les entreprises peuvent s'appuyer tous les ans et qui permet globalement de donner 1 euro et que ça coûte 1 euro pour l'entreprise et que le salarié ait au final 1 euro dans son porte-monnaie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le législateur a repris le dispositif précédent de PEPA, mais il l'a fait évoluer et notamment, il a permis de moduler les critères de répartition entre les salariés en fonction de la rémunération, de la durée de présence, de la durée de travail, du niveau de classification et de l'ancienneté. Donc ça, c'est le nouveau critère qui permet de faire des primes un peu plus à la carte, puisque ça permet non pas d'exclure les salariés, puisque la seule possibilité d'exclusion, elle est liée sur la rémunération. On peut exclure les salariés qui ont une rémunération qui dépasse un certain plafond. Mais par contre, on peut l'adapter en fonction notamment de l'ancienneté. Et là-dessus, on n'a pas de limite. Au début, on pensait que c'était 12 mois maximum d'ancienneté et qu'on pouvait varier que par rapport à ça. La Sécurité sociale nous a informé qu'il n'y avait pas de limite. On peut faire moins d'1 an, plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, et on peut faire moduler la prime. Alors attention, dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, qui est le canal d'information de la position officielle de la Sécurité sociale, on nous indique qu'il ne faut pas qu'il y ait de disproportion trop importante en application de ces critères. Donc, grosso modo, on ne peut pas donner 10 euros à quelqu'un qui est là depuis moins d'1 an et 2 000 euros à quelqu'un qui est là depuis plus d'1 an. Donc, on peut faire de la modulation des critères, mais de manière adaptée et un petit peu logique. Mais c'est un vrai dispositif sur lequel j'invite les entreprises à vraiment se positionner, à aller. Effectivement, c'est quelque chose de collectif, mais avec le critère d'ancienneté, on a quand même la possibilité dorénavant de récompenser la fidélité et justement de dire à un salarié, aujourd'hui, vous êtes là depuis 6 mois, vous avez une petite prime, mais restez et l'année prochaine, vous aurez une prime plus élevée et encore plus les années d'après. Donc, c'est vraiment un dispositif de fidélisation et les entreprises, elles ont besoin de ça pour garder leurs salariés puisque c'est un vrai enjeu. C'est effectivement très important de valoriser la fidélité et on va essayer de rester fidèle au temps qui nous est imparti, Monsieur le Président. On finira sur un dernier point, c'est un document qui est fondamental pour toutes les entreprises qui sont là. Une fois par an, il faut avoir et mettre à jour au moins une fois par an le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est
la pierre angulaire de la santé-sécurité. Alors, quand tout va bien, mais quand il y a un accident du travail, et je peux vous le dire pour le plaider régulièrement, c'est le premier document qui sera demandé par l'enquêteur, hein, que ce soit la gendarmerie, police, inspection du travail. Et donc, il y a du nouveau pour faciliter un peu la vie des entreprises, j'ai cru comprendre, Arnaud. Effectivement, puisqu'en fait, on a un outil qui a été mis en ligne par l'assurance maladie et qui est totalement gratuit et qui permet de créer son propre document unique d'évaluation des risques professionnels, en fait, de faire son document unique d'évaluation des risques professionnels, même si on ne connaît absolument rien, hein, ça édite un outil qui est une base, bien entendu, qu'on peut améliorer et qu'on doit améliorer, mais c'est un outil qui permet d'avoir un document qui est mieux que de ne pas en avoir. Et c'est vraiment très, très important de se poser ces questions-là, sachant qu'en plus, dans l'outil, on a 7 secteurs d'activité sur lesquels on a un document qui est spécifiquement adapté. L'aide et les soins à la personne, l'agriculture tropicale, ça ne concerne pas encore, mais peut-être dans quelques années. Les commerces et services, boulangerie, pâtisserie, métiers de la propreté, restauration, soins esthétiques, le transport routier, le travail de bureau, le télétravail, les métiers de la collecte et du tri et les industries du plastique, du caoutchouc et mécanique industrielle. Donc là, c'est vraiment un dispositif extrêmement simple. J'aurais tendance à dire, on ne peut pas, même dans une PME de 1 salarié aujourd'hui avec cet outil, accepter de ne pas avoir de document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est simple, facile, ça prend 5 minutes et c'est gratuit. Merci Arnaud. Tu as des actions dans le dispositif parce que dis donc, tu le vends. Pas du tout, c'est un dispositif public, c'est l'assurance maladie qui a mis ça en place. Je n'ai aucune action, mais c'est totalement gratuit. C'est notre bien commun. Et c'est la protection de la santé des salariés et de la responsabilité des chefs d'entreprise qui sont, je vous rappelle, responsables sur leur patrimoine personnel en cas d'accident du travail engageant la faute inexcusable de l'entreprise. Donc, si vous voulez déjà éviter d'avoir à vendre votre maison parce que vous avez un accident du travail, c'est le premier geste à faire. Ça prend 5 minutes. Vous assurez aussi. Et vous assurez aussi contre le risque. Oui, tout à fait. Bon, mais merci à tous les deux. On est bon pour la loi de finances sur la sécurité sociale? Bon, nickel. Merci à Cédric et Isabelle pour la partie loi de finances. Bon, on a un peu dépassé l'horaire. Je remercie les personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça les a éclairés ou en tout cas informés. On reste à leur disposition. Ils nous connaissent. Vous avez nos coordonnées, vos experts comptables. Vous pouvez revenir vers nous pour nous poser des questions complémentaires. Et puis encore une fois, le support est disponible en téléchargement, tout ce qui vient de vous être présenté. Je souhaite aux intervenants une très bonne journée, ainsi qu'à tous les participants de cette visio. Merci Gauthier. Merci Gauthier. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci bien.